Bonsoir à la première édition des Rencontres berlinoises, une série de dialogues tenus à l'ambassade suisse avec le soutien du Sénat de Berlin et le théâtre Sophiensel. Le sujet de la première soirée, aujourd'hui, le 9 novembre 2013, c'est le mot génocide, le génocide au Rwanda en 1994, ses sources et ses conséquences. On discutera aujourd'hui ici avec trois des plus grands experts de la région centrafricaine et de son histoire actuelle et récente, et bien sûr aussi du terme génocide. Et j'ai le grand plaisir de les introduire. Vis-à-vis de moi, maître Jean-Louis Gillissen, avocat belge, qui a une activité professionnelle nationale centrée sur le droit pénal et, de manière plus générale, sur le droit de la peine. En 1996, il a entamé une carrière internationale en défendant M. Georges Rouchiou devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. M. Rouchiou était accusé d'incitation directe et publique à commettre le génocide et de crimes contre l'humanité. Ayant été animateur à la radio des Mille Collines, RTLM, durant le génocide au Rwanda en 1994. Bonsoir, M. Gillissen. Bonsoir. À ma droite, Marcel Kabanda. Il est historien et président de l'association Ibuka France qui représente les victimes du génocide contre la minorité des Tutsis au Rwanda en 1994. Avec l'historien Jean-Pierre Chrétien, il a publié en 1996, alors 2 ans après le génocide au Rwanda, une analyse détaillée et complète du rôle des médias et entre autres de la radio des Mille Collines avant et durant le génocide. Merci M. Kabanda d'être venu à Berlin. Merci, M. Raoult. Chris Perwood, à ma gauche, il est analyste et spécialiste pour l'histoire et la politique centrafricaine. Depuis le début des années 90, il a œuvré pour différentes ONG internationales dans la région des Grands Lacs, entre autres pour la Croix-Rouge et pour le réseau des ONG européennes travaillant en Afrique centrale, URAC, dont il a été directeur de 2007 à 2012. Momentanément, il prépare un livre sur l'Est du Congo, Conflict in Eastern Congo, A Tale of War and Dreadful Peace Agreements. Bonsoir, M. Berwood. Bonsoir. Alors, commencer avec le sujet central de cette soirée. Malheureusement, on doit le dire, un des génocides commis dans le dernier siècle. C'est le génocide contre la minorité des Tutsis en 1994. Le génocide, si on peut dire, le plus vite de l'histoire, qui dure que 100 jours du 6 avril au 4 juillet 1994 et provoque la mort de presque 1 million de personnes sur le territoire rwandais, avant qu'il n'ait libéré par le FPR, le Front populaire rwandais sous le président actuel du Rwanda, M. Kagame. Aujourd'hui, c'est le 9 novembre 2013, alors le 75e anniversaire de la Nuit de Cristal. Le premier grand pogrom commis contre la population juive en Allemagne avant la guerre, le début ou un des débuts de la grande catastrophe humaine qui mène finalement au génocide contre les Juifs européens à Auschwitz. Je dis un des débuts parce qu'il y a sûrement d'autres, il y a sûrement plusieurs. On se trouve dans l'ambassade suisse, par exemple, elle aussi, un lieu de crime, même involontaire. Ici a été négocié, bien avant la guerre de 1939, l'estampille J, la soi-disant Judenstempel pour les passeports des citoyens juifs. La nuit de cristal, l'estampille J, tous ces préparatifs qui semblent hasardeux, même chaotiques au premier moment, bien sûr, par exemple, que le gouvernement suisse ne voulait pas faciliter la déportation des Juifs, le Judenstempel, l'estampille juive était juste, on pourrait dire, une idée bureaucratique qui est devenue fatale. Mais il semble qu'il y a une matrice génocidaire. Alors des préparatifs bureaucratiques, juridiques, des pogroms qui se ressemblent toujours dans tous les génocides, dans toute l'histoire humaine. L'Holocauste commence officiel avec la conférence de Wannsee en 1941, mais en fait, il commence dans cette nuit, aujourd'hui et dans cet espace, ou même bien avant. Monsieur Kabanda, vous travaillez depuis, on peut dire, bientôt un quart de siècle, depuis 25 ans, depuis même avant le génocide, sur l'idéologie génocidaire, sur la langue du génocide rwandais. Mais vous avez aussi fait des études comparatives. Alors, ce qui m'intéresse, quand et comment et par quel motif dans l'histoire rwandaise, dans l'histoire de Centrafrique, où sont les bases du génocide rwandais? Ça vient d'où, en fait, cette idéologie, ce qui finit finalement au 6 avril, avec le début du génocide? Invité à parler du génocide des Tutsis,
le 75e anniversaire de la Nuit de Cristal, vous comprendrez que pour moi, c'est énorme. Vous comprendrez que je suis très ému par cette... Je ne sais pas si c'est du hasard, mais en tout cas, j'en ressens du coup une énorme responsabilité par rapport à ce que... Parce que c'est une nuit quand même où s'est nouée l'une des intrigues qui a conduit à l'extermination des Juifs d'Europe. Et je suis invité à parler du génocide des Tutsis du Rwanda. C'est pour moi, vous comprendrez à quel point je suis ému. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce qui a conduit au génocide? Donc, avant le 6 avril, c'est ça que vous voulez dire. Disons que pour nous, dans 6 mois, nous allons commémorer la 25e, ce sera le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. D'une façon générale, nous datons le début du génocide pas du 6 mais du 7 avril. Et nous ne parlons pas du génocide rwandais mais du génocide des Tutsis. Ce sera le 20e anniversaire. 20e anniversaire dans 6 mois. Alors, qu'est-ce qui conduit à ça? Alors, de façon directe, on va dire la chute de l'attentat contre l'avion le 6 avril et le lendemain, le 7 avril, le début des massacres. D'ailleurs, même la nuit du 6 avril, parce qu'à partir du 6 avril, de la nuit du 6 avril de 20h30, après la chute de l'avion, les barrières se mettent en place. Du président Habyarimana. Du président Habyarimana, qui est président du Rwanda à l'époque, les barrières se mettent en place et les premiers massacres sont commis très tôt matin par la garde présidentielle. Mais si en allant, pour commencer encore un peu en arrière, on se demande, mais ça vient d'où? En fait, depuis l'indépendance, il y a des massacres. En fait, ça ne commence pas le 6 ou le 7, 6 avril 1994, n'est-ce pas? C'est très important cette question, c'est-à-dire pouvoir remonter le temps et voir comment les choses arrivent. Alors, on peut remonter le temps jusque les années 60, ça veut dire l'époque de l'indépendance. Mais cette époque de l'indépendance, on ne va pas non plus la comprendre si on ne comprend pas la période coloniale. Alors, qu'est-ce qui se met en place pendant la période coloniale? C'est, ou même avant la période coloniale, le 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, en Afrique, d'une façon générale, en Afrique centrale en particulier, est marquée par la diffusion d'une idée selon laquelle il y aurait des nègres et des faux nègres. Les faux nègres en Afrique centrale seraient des Bantous, des nègres seraient des Bantous, et les faux nègres, ce serait une sorte de juifs africains. Ce sont des descendants des Hamites qui seraient venus de la vallée du Nil, de l'Éthiopie, ou même d'un peu plus loin. C'est-à-dire, à ce moment-là, pourquoi cela? Mais c'est un mythe importé de l'Europe ou pas par le colonialisme? La colonisation n'a pas encore commencé, mais on retrouve ça dans des écrits d'anthropologues. Pourquoi? Parce que l'idée première, l'idée de base, c'est que nous sommes sur un continent des ténèbres, où il n'y a rien, où les gens, où on pensait que ce sont trouver des troupeaux de chimpanzés, et lorsque les premiers explorateurs arrivent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Qu'il y a des hommes debout, qui marchent sur leurs deux pieds, qui sont capables d'organiser des sociétés, et ceci n'est pas cohérent avec la pensée au départ. La pensée au départ, c'est que les nègres sont des nègres et qu'ils attendent des lumières de sociétés un peu plus civilisées. Et donc là, on trouve dans certaines parties de l'Afrique, et plus on découvre l'Afrique, plus on découvre des gens qui, effectivement, ne répondent pas à ce schéma, ce schéma traditionnel. Et ils deviennent donc des descendants de Hamites, des gens qui seraient des Juifs d'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à ce schéma? Ils ne répondent pas au schéma. Oui, alors s'ils sont noirs, on dit c'est pas grave, parce que finalement, le fait d'être blanc, ce n'est pas une question de couleur de la peau, c'est juste l'émancipation crânienne et la structure linguistique et même mentale. On dit ces gens qui sont capables d'organiser ces sociétés, ce ne sont pas des nègres, ce sont des faux nègres. Donc on trouve en eux des intermédiaires. C'est idéal de les rencontrer parce qu'ils vont être des vecteurs de la civilisation dans ces pays des ténèbres. Et au Rwanda, ce sont des Tutsis qu'on va retrouver aussi au Burundi. Ce sont des Tutsis dans tout au long. Et pourquoi les Tutsis? Pourquoi
Pourquoi cette ethnie-là? Pourquoi alors ce qui était supposé être des cendres de ces Hamites, ce sont les Tutsis au Rwanda, au Burundi, des Bahima en Ouganda, parce que ce sont des gens, c'est l'aristocratie. C'est pour ça que c'est eux qui sont considérés comme des Hamites, parce que s'ils tiennent l'aristocratie, s'ils sont capables... L'aristocratie, la monarchie, c'est eux qui sont au centre du pouvoir, qui détiennent le pouvoir. Et donc, on dit, s'ils sont capables d'organiser, c'est que ce ne sont pas des nègres, et ceux des Tutsis. Alors, pour continuer dans le temps, dans la lignée du temps, en fait, en 59, il y a la révolution démocratique, en fait, et puis c'est la chute de l'aristocratie, si vous voulez, ou de... Qu'est-ce qui se passe là? Donc, pendant la période coloniale, en tout cas, la colonisation, comme les missionnaires s'appuient sur eux, et considèrent que des Hutus sont des vrais nègres qui sont juste bons pour travailler. Et donc, il se crée comme un sentiment de frustration, mais Hutus et Tutsis, il faut peut-être le rappeler, ce ne sont pas des, comme terme, ce ne sont pas des inventions des colonisateurs. Ils existent bien dans la tradition du Rwanda et du Burundi. Mais pas comme ethnie, plutôt comme milieu social. Ce qui se passe dans cette idée qu'ils sont venus d'ailleurs, c'est qu'on leur crée une origine étrangère. Ce ne sont pas des Rwandais. On va dire que ce ne sont pas des Africains, ce sont des étrangers. Et donc, en 1959, au moment de la décolonisation, eh bien, les jeunes Hutus qui avaient fait des études dans des petits séminaires et qui avaient été formés dans cet esprit-là, ils se disent qu'il y a une double colonisation et qu'il faut donc commencer à opérer la double décolonisation. C'est-à-dire se décoloniser des Européens et des Tutsis. Et d'abord, chasser les Blancs et les faux nègres. D'abord, en commençant par les faux nègres, parce qu'ils disent que c'est la pire des oppressions. Donc, il faut commencer par la fameuse révolution sociale. Et puis après, se séparer des Belges, ce qui d'ailleurs va se faire un peu plus compliqué. Mais ça commence déjà en 1959 avec les massacres. Oui, en fait. Il y a déjà une sorte de guerre. Oui, et en 1959, il y a le premier texte qui a été appelé le manifeste de Bahutu, qui paraît le 24 mars 1957. Il est très clairement indiqué que la question elle est raciale, puisqu'il est dit que si on a du mal à savoir quand Hutu est différent d'un Tutsi, on fera appel à des médecins. Donc, on est vraiment dans une distinction raciale biologique. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on commence à chasser la monarchie, bien sûr, mais aussi à chasser les paysans de leur terre. En tuer quelques-uns, il y en a qui partent au Burundi. Dans l'idée, disait un texte du Parlement Hutu, ou le leader du Parlement Hutu, Kayibanda, que le Rwanda, c'est le pays des Hutus. Alors, il y a des massacres jusqu'à 1994, mais pourquoi, M. Berwotz, on en a déjà parlé une fois, pourquoi, en fait, en 1994, ça éclate? Pourquoi ça a à voir avec quoi? Avec quelle situation politique en Centrafrique? Bon, disons que ça éclate en 1994, mais le changement, c'est un peu avant. Hein. Le changement, c'est ici, c'est le 9 novembre 1989. C'est la chute du mur de Berlin. C'est la même nuit comme la même nuit d'aujourd'hui. Oui. Oui. Donc c'est la fin de la guerre froide. Hein. Ça veut dire que pendant des décennies, hein, l'Occident et le bloc soviétique ont vraiment gardé des partenariats verrouillés avec des régimes africains. Hein, des régimes africains, prenons Mobutu par exemple, au Zaïre à l'époque, avait une fonction dans la lutte anti-socialiste, anti-communiste, disons. Alors ces gens, leur valeur pour l'Occident était le fait qu'ils étaient là, qu'ils étaient forts. Au niveau intérieur, ils pouvaient plus ou moins se permettre tout ce qu'ils voulaient. C'était Habyarimana. Habyarimana, la même chose. Alors ça change en 1989 et le discours change. Hein. Mitterrand, déjà en 90, a dit à la Baule, lors d'une conférence de la francophonie, on va vers une période de démocratisation, vous devez démanteler vos systèmes de partis uniques et donc nous, on veut la démocratisation et le multipartisme. Alors ça veut dire que où est la liaison avec le génocide? L'équilibre des pouvoirs des différents des régimes qui se sentaient vraiment stabilisés pendant des dizaines d'années devaient se battre pour un électorat, se perdaient dans une logique, dans un discours populiste et raciste. Certains régimes ont joué la carte
ethnique pour se rassurer d'une base populaire dans la majorité pour pérenniser leur pouvoir. Je pense que ça a créé une dynamique qui, dans certains pays africains, s'est bien passé, relativement bien passé. Dans d'autres, le Rwanda, le Burundi et d'autres, ça a mené ces pays vers l'implosion des États et vers vraiment des massacres au sein de la population sur base d'une idéologie tout à fait raciste et génocidaire. Il y a encore un autre élément, en fait, la guerre civile. C'est le FPR qui entre dans le pays, je crois, en 90, 91. Oui, alors le FPR qui n'est pas le Front populaire, mais qui est le Front patriotique rwandais. Front patriotique. Rwandais. Alors, mais c'est une sorte d'armée des Tutsis exilés avec des Hutus modérés opposés à Habyarimana. Ce sont des exilés ou leurs descendants, ceux qui partent dans les années 59, 62 et notamment 63, parce que la première fois que l'on parle du génocide au Rwanda, c'est en 64. C'est ça, oui. C'est en 64. Et à l'époque, le tribunal Russell qui dit qu'il y a eu des massacres en décembre 63 et ces massacres sont déjà qualifiés de génocide. Et donc, les descendants de ces exilés, des exilés des années 60, des exilés des années 73, quand il y a eu aussi une vague de réfugiés, une vague de violence qui a touché notamment les écoles, ces exilés qui vivent dans les pays limitrophes pour la plupart et qui, dans les années 80, commencent à penser au retour, mais ont comme réponse de la part du Rwanda que le pays est petit et que donc que c'est un verre d'eau qui est déjà plein, on ne peut plus en rajouter, et qui donc décident dans les années 90 de rentrer par les armes. Alors, c'est vrai qu'il y a cette question, il y a ce contexte un peu favorable de la chute du mur de Berlin, de l'abord, mais ces grands équilibres mondiaux ne peuvent pas expliquer finalement ce qui se passe en interne si on ne prend pas en compte l'histoire propre du Rwanda. Mais qu'est-ce qui se passe à l'interne? En fait, il y a le régime de Habyarimana qui commence à jouer sur la scission ethnique pour ne pas perdre le pouvoir. En même temps, il y a le FPR qui entre du nord dans le pays pour prendre le pouvoir. Il y a la guerre, il y a le FPR qui essaie de rentrer, il y a à l'intérieur du Rwanda des partis de l'opposition, il y a toute une génération de Rwandais qui ne veulent qui ne veulent plus de cette distinction ethnique, qui ne veulent plus du parti unique, d'un pouvoir militaire, qui demandent il y a une demande de démocratisation du Rwanda qui est réelle dans les années 90, 91, 92 et 13. Et contre cette demande, le régime de Habyarimana trouve effectivement qu'il est plus intéressant de mobiliser la population rwandaise contre le FPR. Il y a un numéro qui est très bien, qui paraît au mois de novembre 91, c'est le numéro 26 du journal Kangura, qui veut dire Réveille-toi, et qui dit quelles sont les armes que nous allons utiliser pour vaincre définitivement les cafards. Et on voit bien une belle machette. Une grande machette. Une grande machette. Le Kangura, le journal extrémiste. Donc, il y a comme deux fers au feu pour Habyarimana, lutter contre les partis de l'opposition, contre l'ouverture démocratique et lutter contre le FPR. Il faut savoir que la révolution rwandaise, et ça c'est quelque chose d'interne au Rwanda, on parle de révolution rwandaise, qui est d'ailleurs souvent assimilée, qui s'assimile à la révolution française. Ça a déjà été dit. Mais il faut voir comment ça se passe. La Révolution française a aboli les ordres et a instauré l'égalité. La Révolution rwandaise n'a pas aboli les ordres. Elle les a maintenus. Hutu, Tutsi et toi, même sur la carte d'identité. Elle a juste changé de signe. Elle a juste changé de signe. Oui. Absolument. Mais et cela ne devait pas changer. Et pour que ça ne change pas, il ne fallait même pas qu'il y ait des partis de l'opposition. Et en 92 ou 93, il y a une grande offensive contre les partis de l'opposition qui sont alors accusés de trahison. Et ça n'est pas étonnant que le 7 avril au matin, une des personnalités a été tuée. C'est la première ministre Agathe Uwilingiyimana, qui est du parti de l'opposition. Elle est assassinée. Elle est assassinée comme ça commence le génocide. Mais
en fait, M. Gillesen, le génocide commence après 3 ans de guerre civile. Je veux dire de guerre civile après le commencement de guerre civile. Puis il y a des traités de paix, la paix d'Arusha, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas difficile en fait, au point de vue juridique, de dire les massacres commencent seulement le 6 ou le 7 et finissent le 4 juillet? En fait, de dire cette phase-là, il n'y a pas de l'impunité, mais avant et après, ce qui se passait, ça ne va pas être procuré, ça ne va pas être devant le juge, en fait. Et est-ce que ce n'est pas un problème? Parce que, par exemple, je me rappelle, vous étiez dans le procès des médias, par exemple, le fondateur de la RTLM, c'était assez problématique de l'apporter devant le juge, parce que tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait avant le 6 avril. Est-ce qu'il n'est pas très difficile de dire, en fait, ici, il y a une grande guerre civile, etc. Ici, il y a un génocide de cette date à cette date-là, et autour, on ne regarde pas? Oui, en fait, le problème que vous évoquiez est celui de la fixation de la période infractionnelle. C'était une des grandes difficultés pour le Conseil de sécurité, lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU, lorsqu'il a décidé de créer un tribunal pénal international, c'était se dire, au fond, que va-t-on embrasser? Est-ce le premier coup de machette, le premier coup de feu qui constitue le début du génocide, ou, comme on l'a dit tout à l'heure à très juste titre, est-ce déjà les actes de préparation, les actes qui vont permettre que le premier coup de machette ait lieu? Et donc, il y a eu à un moment donné une commission d'établissement des faits qui a permis au Conseil de sécurité de considérer qu'il fallait intégrer dans le génocide tous les actes préparatoires. Et donc, on a une période de génocide, des actes qui sont considérés comme faisant partie du génocide, des actes qui sont commis préalablement aux premières exactions. Et vous, qui étiez le procureur de M. Georges Rouchiou, pourquoi vous avez décidé d'être son avocat, en fait? Pourquoi vous avez décidé ça? Rouchiou, qui était animateur à la RTLM. Et comment c'était de le rencontrer? D'abord parce que c'est mon métier. Mon métier, c'est de défendre effectivement des personnes qui sont suspectées, qui sont des suspects, qui éventuellement peuvent être privés de liberté, qui peuvent être inculpés, qui peuvent être poursuivis et qui peuvent même être jugés. Alors c'est vrai qu'on ne devient pas, on n'accepte pas d'être le conseil d'une personne qui est poursuivie pour génocide comme on l'accepterait pour un voleur de pommes. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et je dois à la vérité de dire que lorsque j'ai accepté de me rendre à Arusha pour rendre une visite à monsieur Rouchiou, on se pose de manière sans doute plus intense encore les questions que l'on se pose habituellement lorsqu'on se rend à la prison pour voir une personne dont on sait par les médias qu'elle vient de commettre un assassinat, qu'elle vient de commettre un meurtre ou des exactions. Donc il y a là effectivement un choix moral. Mais vous savez, je pense que ce qui s'est passé au Rwanda s'inscrit dans quelque chose qui est plus large. Il y a la réalité rwandaise, elle est extrêmement riche, elle est extrêmement complexe. Et vous venez d'en parler fort bien. Elle a ses sources. Les sources du génocide, il faut les chercher sans doute des dizaines d'années en arrière. Mais on peut voir les choses autrement. Tout est question de perspective, de perspectivisme. À côté de cela, il y a effectivement une idée qui apparaît, qui est une idée tout à fait nouvelle. C'est que ce qui se passe de l'autre côté du monde peut être notre affaire, et aussi notre affaire. Et vous avez décidé, avec M. Rouchiou, de plaider coupable, en fait. Je crois que ce n'était pas le premier, mais un des premiers qui l'ont fait, en fait. Oui, lorsque j'arrive, en fait, à Arusha, M. Rouchiou a comparu dans ce système qui est quand même fortement influencé par le droit de common law, et il a fait ce qu'on appelle first appearance. Il a donc fait sa première comparution, et M. Rouchiou a estimé devoir plaider non coupable. Donc pour lui, il n'a pas de culpabilité. Coupable d'incitation au génocide dans la radio. À l'époque, M. Rouchiou est poursuivi pour des crimes contre l'humanité, pour des crimes de guerre, pour du génocide, et en particulier, effectivement, pour de l'incitation. Oui. Et donc, lorsque j'arrive sur place,
je trouve à M. Roudjou, qui est dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui, tout cela est tout à fait public, en plein discours négationniste. Il n'a pas de culpabilité dans le génocide. D'ailleurs, il n'y a pas eu de génocide au Rwanda. Voilà le discours qui est alors celui de M. Roudjou. Alors peut-être là, ça m'intéresse, le discours négationniste ou peut-être le discours qu'on appelle aussi de double génocide, qu'on dit, OK, il y a eu un génocide contre les Tutsis, mais il y a aussi eu des Hutus morts, il y a eu des massacres pendant la guerre civile. Alors c'est peut-être plus difficile que ça. On en a parlé d'un cas, d'une certaine Victoire Ingabire, que vous avez écrit cet article, Lady in Pink, Victoire Ingabire Faces Her Judges in Appeal. C'est un article que je trouve intéressant. Victoire Ingabire, peut-être pour expliquer un peu la position de cette femme, c'est une femme qui est revenue de l'exil au Rwanda au début 2010 pour prendre part dans la campagne présidentielle. Et je cite de votre article, elle est arrivée, elle est allée au mémorial où sont enterrés, je crois, tous les morts dans Kigali pendant le génocide, les 250 000 corps, alors vraiment un quart de million, un quart de toutes les victimes. Et elle dit là, sur le mémorial, le chemin de la réconciliation est encore long. Ce mémorial ne rappelle que le génocide perpétré contre les Tutsis, mais reste muet sur d'autres crimes contre l'humanité, ciblant des membres d'ethnie Hutu. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? C'était un grand choc, je crois, pour les médias rwandais, pour les victimes aussi. C'est ça, oui. Donc, on est dans le génocide, on est aussi dans le post-génocide. Hein. Comment est-ce que vous gérez, comme société, comme communauté, un passé récent traumatisant à ce niveau-là? Hein. Le génocide, vous l'avez dit, c'est du jamais vu, très rapide, très efficace, effrayant. Hein. Donc, alors, on veut reconstituer cette communauté, cette société. Et donc, ce qui se passe au Rwanda, c'est que il y a une justice qui est mise sur place pour juger ceux qui ont commis le génocide. Je pense que c'est extrêmement important pour tout le monde qu'on arrive à définir qu'est-ce qui s'est passé et pour exprimer, pour assumer le passé et pour juger les coupables. Alors, bien sûr, on parle d'un contexte assez violent au Rwanda et par après aussi en RDC. Oui. Alors, ce que Mme Ingabire a dit, c'est que... Sur le mémorial elle a dit ça 30 minutes après son arrivée. Hein. Oui. Donc, elle quitte le Rwanda, elle revient 17 ans plus tard et elle va tout de suite là-bas. Et donc, elle dit ce que vous venez de citer. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire avec il faut que vous Donc, elle dit, si on veut vraiment aller plus loin comme communauté, si on veut vraiment se réconcilier, on doit effectivement juger les coupables du génocide, mais on doit aussi donner à ceux qui ont perdu des gens dans l'autre violence le droit... L'autre violence. Je veux dire, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués par l'armée FPR. Hein. Pendant la guerre civile, pendant la guerre et après aussi dans les camps de réfugiés mais aussi RDC. Pendant 90 jusqu'à 94, alors pendant cette phase. Et aussi après. Hein? Aussi après. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est que Mme Ingabire ne dit pas que le génocide n'a pas eu lieu. Elle n'est pas négationniste. Oui. Et elle n'est pas en train de dire que la violence commise par le FPR. Mais elle a été jugée pour négationnisme. Elle est en prison maintenant. Ce que moi je suis en train de dire, c'est qu'elle ne l'est pas. C'est injuste de la considérer comme mais par l'État rwandais, elle est considérée comme négationniste. Par l'État rwandais, elle est considérée comme négationniste. Mais elle nie pas le génocide. Hein. Elle reconnaît le génocide, bien sûr. Mais pourquoi elle est en prison alors si elle... Bon, je termine ma phrase. Hein. Oui. Donc, elle a demandé la justice pour toutes les victimes. Hein, pour toutes les victimes. Sans appeler les victimes, ceux qui sont tombés sous le FPR, comme génocide aussi. Hein. Donc elle ne demande pas de reconnaître cette violence comme génocide aussi. Mais elle dit qu'il y a eu beaucoup de violence. Et si on veut se réconcilier comme société, on doit aller plus loin. On doit
avoir la reconnaissance de toutes les victimes. Hein. Alors, au Rwanda, entre-temps, depuis le génocide, donc le FPR a pris le pouvoir en 94, juillet 94, et à fur et à mesure, le Rwanda s'est presque reconstitué comme système de parti unique. Hein. Formellement, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres partis qui sont dans le Parlement, mais disons que ce sont plutôt des partis plutôt satellites. Ce sont des partis qui sont, en termes de vision sur la société, qui sont extrêmement proches au FPR. Hein. Et donc, la façon dont le FPR domine la scène politique fait penser au système parti unique comme on a connu avant. Hein. Alors, et donc, maintenant, des leaders des autres partis qui ne partagent pas cette vision, qui se préparent pour aller, qui se préparent pour, par exemple, une campagne présidentielle. Victoire Ingabire se trouve en prison jusqu'à aujourd'hui. D'autres leaders politiques aussi. Un leader politique comme Frank Habineza, le président du Parti Vert, a été en exil pendant quelques années. Il vient de rentrer il n'y a pas très longtemps pour recommencer un débat politique. Mais quand même, pour faire peut-être, pour expliquer ça aussi un peu, ouais. Quand elle dit, j'ai ici une autre phrase de Madame Victoire Ingabire. Les Hutus qui ont tué les Tutsis doivent comprendre qu'ils doivent être punis. Il en va de même des Tutsis qui ont tué les Hutus. Et quand même, je crois, peut-être c'est une question juridique aussi, à mon avis, et parce qu'on parle du terme du génocide, il y a quand même ou quelle est en fait, je dirais plutôt qu'est-ce si par exemple Rucho dit qu'il est coupable du génocide, qu'est-ce que c'est être coupable d'un génocide et être coupable d'un massacre? En fait, quelle est en termes juridiques la différence entre un génocide, comme il est décrit dans la Convention de 1948, et comme il a été utilisé aussi par exemple, par rapport aux nazis, et les massacres de guerre, qui sont peut-être tristes, mais quand même un mot difficile, quand même légitime d'une certaine façon. Où est là, je veux dire, les massacres pendant une guerre civile et un génocide dont, par exemple, Rucho est coupable, quelle est la différence juridique entre les deux? En fait, à un moment donné, ce qui se passe, nous avons affaire à des crimes de masse. Alors, ça veut dire quoi, des crimes de masse? Souvent, on pense que les crimes de masse, ce sont des crimes qui occasionnent beaucoup de victimes. Mais ce n'est pas si simple. Ce sont surtout des crimes qui nécessitent la participation de beaucoup de criminels. Nous avons affaire donc à une politique criminelle, à un État ou à une entité qui ressemble à un État, qui a donc une structure, qui va se mettre tout d'un coup à dysfonctionner, c'est-à-dire à délinquer, à commettre un ensemble d'exactions. Et il y a des degrés dans les exactions que l'on peut commettre. Donc il y a sur le plan des actes matériels, non seulement des degrés, mais il y a aussi des différences dans l'intention que l'on peut avoir. Alors, j'entendais... Dans la motivation, n'est-ce pas? Dans la motivation, tout à fait. C'est-à-dire... Le génocide a toute une autre motivation qu'un massacre, par exemple. Absolument. Donc vous pouvez tout à fait avoir un massacre de droit commun. Vous arrivez quelque part, vous êtes armé avec une arme automatique, vous tirez dans le tas, si vous me passez l'expression, ou vous avez une action d'ordre terroriste avec des revendications politiques. Vous n'êtes ni dans le crime contre l'humanité, ni dans le génocide. Aujourd'hui, ce que nous considérons être le génocide est quelque chose de très particulier parce que quelque chose d'extrêmement technique. C'est d'ailleurs, il faut le dire, le résultat d'une négociation diplomatique et plénipotentiaire. Et je puis vous dire que la technique des négociateurs, qui est excellente, qui permet d'arriver à des accords. Par contre, lorsqu'il faut mettre ces accords en œuvre, on se rend compte que cette technique pose des tas de problèmes. Comment arrive-t-on à un accord? Souvent dans le malentendu accepté par tous. On peut trouver un accord sur quelque chose à la condition qu'on ne dise pas pourquoi. Et donc il y a sur le génocide et malentendu, voilà, il est trop technique ou voilà, il n'est pas utilisable ou... Non, il est utilisable, mais il montre toutes les limites
qui ont été voulus par les négociateurs. Alors un génocide, c'est donc un ensemble d'actes d'exaction, pas n'importe lesquels. Il y a cinq types d'actes qui sont le meurtre, qui sont des traitements tels que l'on risque d'aller vers la mort, vers l'extermination, le transfert forcé d'enfants d'un groupe à l'autre. Et que le groupe est très défini, en fait. Que le groupe visé est extrêmement défini. Mais ça veut dire, dès le départ, ce ne sont pas n'importe quelles exactions. On a limité à 5 types d'exactions ce qui va entrer dans le génocide. Et il faut que ce type d'exaction, une des 5 ou plusieurs, s'inscrive effectivement dans une attaque qui a pour but d'exterminer des groupes soit nationaux, soit ethniques, soit raciaux, soit religieux. Alors je répète, 4 types de groupes, nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, donc pas de groupes politiques, pas de groupes sociaux. Donc vous voyez la limite de cette convention. Et c'est nécessaire qu'en fait la motivation de la violence est d'exacrer ce groupe, en fait. Et c'est peut-être là que, moi, à mon avis, je trouve chez Mme Ingabire, elle s'appelle comme ça, quand même un grand, pas de négationnisme, mais quand même d'une comparaison de 2 choses qui me semblent difficiles à comparer. Les massacres pendant une guerre civile et ce qu'on appelle le crime de génocide, que Georges Rouchou par sa voix, d'autres par ceux qui l'ont planifié, les nazis ont vraiment fait. Voilà, vous avez là en fait la mesure, dans ce que vous venez de dire, de ce qui est génocide ou pas, de ce qui peut relever du génocide ou pas. Des massacres dans une guerre civile, ça n'a rien à voir avec un génocide. Vous avez peut-être des crimes de guerre, vous avez sans doute un ensemble de crimes de droit commun. Pour qu'il y ait du génocide, il faut cette intention tout à fait spécifique, c'est ce qu'on appelle en droit dolus specialis, c'est la volonté d'exterminer un groupe. La volonté d'exterminer un groupe, oui, c'est ça. Et la spécificité de ce crime, c'est quoi? Vous l'aurez compris, c'est de dépersonnaliser un individu. On ne s'attaque pas à quelqu'un parce qu'il l'a mal fait, parce qu'il l'a bien fait. Non, on s'attaque à une personne parce qu'elle appartient à ce groupe. On s'attaque aux Tutsis parce qu'ils sont Tutsis. Parce qu'il est ce qu'il est ou ce qu'il a dit qu'il est, en fait. Oui, peut-être vous et vous. Dans votre théâtre, Être Dieu, il y a quelque chose que j'ai entendu hier à l'exposition qui décrit bien ce qu'il est en train de dire. C'est un monsieur qui essaye de soudoyer les tueurs, de les payer. Et puis après, il fait appel à un journaliste de la radio, c'est le journaliste lui-même qui dit ça, et il lui dit, écoutez, on me demande de payer 100 000 francs pour qu'on ne me tue pas, et l'autre lui dit, mais puisque vous êtes Tutsi, pourquoi vous devez payer? De toute façon, vous devez mourir. Il doit mourir parce qu'il est Tutsi. Parce qu'il est Tutsi. Parce qu'il est Tutsi, il doit mourir. Et je pense que c'est quand même ça, l'intention d'exterminer le groupe. Et cette intention, le génocide des Tutsis a été comparé par quelqu'un au nazisme. Il y a eu un recours, on a parlé d'un nazisme tropical. C'était peut-être une forme pédagogique pour que les gens ici comprennent bien ce qui se passe là-bas. Parce que c'est l'idée qu'on va vers une solution finale en exterminant le groupe. Et puis la modalité de réalisation des tueries, rassembler les gens le plus possible, les extraire de leur maison, de leur campagne, les mettre dans des lieux publics où ils sont entièrement massacrés pour qu'ils n'arrestent pas un seul pour témoigner. Donc, il y a une intention exterminatrice très claire qui est en plus assumée par la propagande à la radio où on rêve de l'aube de l'aurore, c'est-à-dire le jour où le soleil va se lever sur une terre où il n'y aurait plus de tout. Et c'est très assumé dans la propagande. Alors, vous avez dit quelque chose concernant les dates. Je pense que l'accord du Conseil de sécurité, quand même, a défini que ce serait du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. C'est quand même intéressant, les arguments.
Ce qui participait à ce débat, c'était surtout le gouvernement rwandais d'un côté et les délégations rwandaises et françaises de l'autre. Alors, l'idée des deux délégations, c'était d'étendre le plus possible la période. La délégation rwandaise cherchant à étendre la période aux années antérieures à 1994, expliquée par le fait que si on ne va pas jusqu'aux années 59, mais au moins traiter des massacres commis entre 90 et 1994, il y en a eu. Il y a eu les massacres de Bugesera en 1992, les massacres de la population de Debagogwe en 1980. C'est dans l'impunité totale, en fait. Et ces massacres-là qui paraissent comme des espèces de conscientisation par la violence. Et ce massacre, la délégation rwandaise voulait qu'il soit pris en compte. Et la délégation française qui veut aussi étendre le plus possible et qui donc étend la période au-delà de juillet 1994. Donc, qui va jusqu'en 30. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Oui. Parce qu'ils considèrent qu'il y a des choses qui se passent après la victoire du FPR. Mais qu'est-ce qui se passe après? Peut-être c'est. Non, à ce moment-là, il n'y a pas une intervention du Rwanda à Goma. Pas encore. Pas encore. On est en 1994. On est en 1994. Mais ils considèrent qu'une fois que le FPR a pris le pouvoir, il y a eu quelques exactions au Rwanda même. Donc c'est ça qui est. Il y a eu des exactions contre des Hutus restés au Rwanda ou des milices revenant tuant des Tutsis. Ils le pensent, il y en a eu peut-être. Mais en fait, l'idée c'était de couvrir toute l'année 1994, d'aller jusqu'au 31 décembre 1994. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que dans les procès, quand même, quand on parle de planification du génocide et que l'on se place uniquement dans l'année 1994. Après, il y a des éléments de la planification qui n'apparaissent plus. Je vois, par exemple, dans le procès des médias, les 10 commandements des Bahutu qui sont publiés en décembre 1990, les 10 commandements qui disent qu'il faut se séparer, il faut mettre Mais restons un peu vers la fin de la phase, vers le 31, parce qu'en fait, vous avez dit il y a eu des choses qui se sont passées après le 4 juillet, vers la fin de l'année, même dans l'année d'après. Mais ce mot pour continuer avec notre petite histoire sur la grande histoire sur l'Afrique centrale, qu'est-ce qui se passe après? Alors le FPR entre à Kigali. Il finit le génocide, il gagne la guerre, ou plus ou moins, il peut arrêter la RDLM. Il ne finit pas le génocide. Mais il finit le massacre ou le génocide. Il met fin, on va dire. Il met fin au gouvernement. Et le gouvernement s'en va au Congo de l'Est. Oui. Le gouvernement génocidaire, en fait. Et qu'est-ce qui se passe après? Peut-être vous, il s'en va, il prend avec toutes les milices, même la RTLM. Bon, il y a un déplacement de 2 millions de personnes qui s'installent l'axe Bukavu-Goma. Et donc, il y a beaucoup de civils, mais il y a aussi, bien sûr, les Interahamwe, donc et l'armée rwandaise, donc les 2 grands porteurs du génocide. Alors, pendant toute la période qui va suivre, donc y compris les guerres au Congo en 96-97, où les Rwandais ont aidé Laurent Kabila à prendre le pouvoir à Kinshasa, et la deuxième guerre entre 98 et 2002, il y a eu beaucoup d'assassinats par le FPR et ses alliés, comme ça a été décrit dans le rapport que vous venez de citer, le Mapping Report de 2010. Alors c'était pour les dates, en fait. Alors 2 millions de Rwandais, des milices, le gouvernement génocidaire, etc., ils s'enfuient au Zaïre à cette époque-là, Congo de l'Est, vers Goma. Oui, c'est ça. Ils s'installent là dans des camps de réfugiés. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, ils réattaquent le Rwanda, n'est-ce pas? Il y a des incursions sur base à partir du territoire congolais par les milices, donc Interahamwe ex-FAR, donc sur le territoire rwandais. On peut dire dans la période 94, jusqu'à 98, un tiers peut-être du territoire rwandais était vulnérable à ça. Donc ça, en tout cas.
Mais donc, il y a le génocide, il y a les autres violences qui peuvent être taxées de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc. Et donc, la question est, les phrases que vous venez de citer de Victor Ingabire pleurons les victimes du génocide et jugeons les coupables, mais reconnaissons aussi qu'il y a eu d'autres violences dont les victimes ont aussi le droit d'être pleurées, ont aussi le droit que les coupables soient jugés un jour. Et donc, dans le contexte actuel rwandais, avec un espace politique quand même assez fermé, en disant ça, on traverse une ligne rouge, hein, on casse un tabou, disons. Hein. Ouais. Il y a, en fait, pour peut-être expliquer ça, en disant qu'il y a eu des massacres, par exemple, au moment, pour expliquer un peu cette histoire, au moment où le FPR, l'armée rwandaise, la nouvelle armée rwandaise, va au Congo de l'Est, c'était en 96. C'est en 96, pour reprendre les réfugiés, pour battre les milices qui sont en fait involontairement supportées par des ONG aussi. Je veux dire, pour faire ça, et là, il y a des victimes, évidemment, quand se passe là. C'est M. Alain Destex qui, en novembre 1996, écrit ceci. À coût d'1 million de dollars par jour, l'aide internationale entretient des camps de réfugiés qui sont contrôlés par le régime qui a commis le génocide, qui prépare, pas seulement des incursions, qui prépare une reprise de la guerre et qui suscite des massacres contre des Congolais étiquetés Tutsi. C'est écrit en novembre 1996. Donc, il y a ce qui se passe dans les camps en 1994, 1995, 1996. De toute manière, l'Afrique centrale va vers une nouvelle guerre. Pendant que le Rwanda, de l'intérieur, c'est un Rwanda c'est un Rwanda des charniers. Toute l'aide internationale, toute la presse, tous les médias sont braqués sur les camps. On découvre le Rwanda, on découvre le génocide. Et même, il y a, je pense que c'était l'aide à l'Église en détresse qui dit que ce sont eux les victimes du génocide. Entre-temps, les victimes du génocide, les vrais, qui sont en train de sortir péniblement des marais, qui ont du mal à sortir des charniers, personne ne les regarde. Et donc, très probablement, le gouvernement rwandais a décidé, plutôt que de subir la guerre sur son sort, de la faire sur le Congo. C'est tout à fait possible. Mais comment faire autrement? Comment faire autrement? Aussi, quand vous pensez, oui, il n'y a pas eu de justice contre des gens du FPR qui ont fait des exactions contre des Hutus. C'est vrai, il n'y en a pas eu. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu de la justice pour des victimes du génocide? Est-ce que vous pensez que comment gérer, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu? Qu'on ait un pays aussi petit que le Rwanda, faisant vivre sur le même territoire. 7 millions parce qu'ils sont maintenant 12 millions. 12 millions. 12 millions aujourd'hui. Il y a des gens qui sont partis, certes, ils ne sont pas tous au Congo d'ailleurs. Il y a une partie au Burundi, une partie en Tanzanie. Et ceux de la Tanzanie sont partis beaucoup plus tôt, au mois de mai. Mais comment vous faites vivre cette société-là et en donnant justice à tout le monde, y compris pour les victimes du génocide? Il n'y aura pas de justice pour tout le monde. Ça n'est pas vrai. Ce dont il s'agit, si chaque Rwandais demande justice, l'État rwandais n'y arrivera pas. Le tribunal pénal international a jugé combien? 60? Pas plus. Pas plus. Et donc, ce n'est pas quelque chose que l'on peut... C'est pas imaginable. En tout cas, ce n'est pas la justice que passera la réconciliation. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais quand même, si on revient au moment, pour venir à notre mapping report aussi, en fait, alors, pour venir à cette idée qu'on a eue au début... Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce que l'idée de Victoire Ingabire, je ne sais pas si elle est poursuivie uniquement pour le négationniste. Il faut dire qu'elle est en prison, elle attend le jugement.
Mais il n'est pas condamné. Quand même, Donc, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Elle est condamnée et maintenant son procès est en appel. Donc c'est autre chose. Elle est condamnée. Non, mais peut-être on peut voir, il y a eu le soi-disant mapping report, on a déjà mentionné plusieurs fois. C'est en fait ce livre que j'ai ici. C'est quoi en fait le mapping report? Qu'est-ce qu'il décrit? Le mapping report, le but était de faire une cartographie des violences commises sur le territoire congolais entre 1993 et 2003. Et donc voilà, la liste est extrêmement longue, avec des acteurs extrêmement différentes, parce que le Congo est très grand, les problèmes à l'est du Congo vont de la frontière soudanaise jusqu'au Katanga. Donc il y a une partie qui parle du Rwanda, des alliés du Rwanda, mais donc le cadre est beaucoup plus large, bien sûr. Plus large. Ouais. Mais il y a un article que j'aimerais lire, en fait, l'article 514, et c'est celui-là, entre autres, qui a eu comme suite beaucoup de disputes, en fait, qui étaient disputées par le gouvernement rwandais actuel. Moi-même, en 2010, j'étais au Rwanda quand il y a eu une conférence de presse contre ce mapping report, et ils disent la chose suivante, je crois que c'est le mot génocide qui était le problème dedans, en fait. Il dit, en fait, c'est ce report quand même indépendant, si à certains moments les agresseurs disaient rechercher les criminels responsables du génocide commis à l'égard des Tutsis au Rwanda, en 1994, la majorité des incidents rapportés indiquent que les Hutus étaient visés comme tels, sans procéder à aucune discrimination entre eux. Les multiples attaques contre les Hutus établies au Zaïre, alors pendant cette attaque contre les camps des réfugiés, au Congo, qui ne faisaient pas partie des réfugiés, semblent confirmer que c'était tous les Hutus comme tels qui étaient visés. Alors en fait, ce que ce mapping report fait, si je comprends bien, M. Gillizen, c'est de faire l'allusion, ou de le dire très clairement, qu'il y a, après le génocide contre le Tutsi, une sorte de génocide contre des Hutus par l'armée rwandaise au Congo de l'Est. Je vais vous lire la suite, parce que votre article, après, donc les auteurs du rapport ne réclament pas ni la compétence, ni le mandat pour juger si c'est génocide ou pas. Ils disent que ce n'est pas notre... On n'a pas le mandat, on n'a pas les compétences. Mais ils disent, pour décider si le terme génocide était d'application sur ces actes, il faudrait que certains faits commis par l'armée rwandaise pourraient, s'ils venaient être jugés par un tribunal compétent, être qualifiés de génocide. Les auteurs du rapport disent qu'il devrait y avoir une instance compétente avec le mandat de faire cette recherche pour décider. Et ils disent, nous, on n'a pas cette compétence, mais il y a une approche systématique qui vaut la peine d'être examinée. Il n'y a pas eu un tribunal, il n'y a pas eu de suite judiciaire. Non seulement il n'y en a pas eu, mais il n'y en aura pas, sauf élément extraordinaire. Mais le temps passe, donc ce tribunal cet éventuel tribunal perd de son intérêt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'accord politique, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord politique. Je pense que nous serons tous d'accord ici autour de la table, parce que c'est la vérité vraie. Ce n'est pas du tout s'engager que de dire cela. Les attaques qui se sont passées à ce moment-là dans l'est du Congo ont été généralisées et totalement ciblées. Je veux dire qu'à l'évidence, ce rapport dit, et il le dit avec des pincettes, ce rapport, il faut savoir, n'est pas le premier rapport que, par exemple, personnellement, j'ai eu en main. Avant qu'il ne soit voté, il a été méchamment épuré. Il y a eu, parce que la situation était abominable, vous avez raison, il y avait des attaques extrêmement régulières sur le Rwanda, donc il y a eu une attaque, je répète, les mots ne sont pas neutres, systématique et généralisée, donc on n'a pas autant visé l'armée génocidaire, si je puis m'exprimer de la sorte, que la population qui se trouvait de l'autre côté. Alors c'est vrai, je pense que personne ne saurait nier que
Alors ce sont les Hutus. Vous diriez oui. comme juriste, comme avocat, que en fait, le mot génocide, de l'utiliser dans ce cas, ça ne donne pas de sens, en fait. Je pense Parce qu'il que n'y c'est a une pas les guerre éléments pour permettre de le soutenir. Et peut-être, ça a été disputé extrêmement par le gouvernement rwandais, évidemment. Et nous avons le bonheur d'avoir ici son Excellence Madame l'ambassadeur Nukulu Kiyinka. Et j'aimerais beaucoup la demander à elle de qualifier du point de vue du gouvernement rwandais, ou de son point de vue, ce qui a été dit en fait dans ce rapport et comment le mot génocide a été utilisé en fait. Permettez-moi d'abord d'attirer votre attention sur le fait que, vous l'aurez sûrement remarqué, le sujet du génocide du Rwanda est un sujet très très sensible, mais aussi très très complexe. Et je regrette qu'on n'ait pas plus de temps pour en discuter, puisque nous partons de la période coloniale, nous allons dans la période du génocide, le Rwanda d'aujourd'hui. Et je crois que c'est un peu difficile d'aborder un tel sujet sur une si longue période sans risquer de laisser beaucoup de sujets non traités, beaucoup de questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse. Mais je tiens quand même à rappeler que la situation que nous avons au Rwanda aujourd'hui est une situation bien sûr particulière et que il n'est pas correct de vouloir toujours regarder le Rwanda de l'extérieur et de juger ce qui se passe au Rwanda sans prendre en compte le contexte. Le cas de Madame Ingabire, je ne vais pas trop en parler, c'est un cas qui est en justice, vous l'avez entendu. Mais je voudrais aussi rappeler que nous avons au Rwanda des lois qui sont connues. Nous avons une loi qui punit le négationnisme, l'idéologie du génocide. Et vous comprendrez que, comme dans tous les pays d'ailleurs, cette loi était nécessaire, entre autres aussi comme garde-fou, parce que nous sommes conscients que ce qui s'est passé au Rwanda, ça n'a pas été le fruit du hasard. Et il faut absolument que dans notre société, nous soyons très vigilants sur ce problème. Pour en revenir maintenant à votre question pour le mapping report, je crois que la position du gouvernement elle est claire, mais permettez-moi de rappeler un peu le contexte qui a été ignoré. On en a parlé un peu ici, mais les camps des réfugiés, c'est pas des camps des réfugiés à Goma c'était pas des camps comme on en connaît. C'était des cas où il y avait des activités militaires, où il y avait des recrutements, il y avait des entraînements, il y avait des livraisons d'armes. Tout ça se faisait au vu et au su de la communauté internationale. Ça se faisait au vu aussi au sud des ONG qui étaient sur place. Les attaques qui ont été commises contre le Rwanda étaient connues, mais rien n'a été fait pour parer à cette situation. Et rappelons que les réfugiés qui étaient à Goma, ils ont eu, du moins en partie pour le gouvernement et l'armée de ce moment-là, un corridor par lequel ils ont pu quitter le Rwanda avec l'intention de bientôt revenir pour terminer leurs besoins. Comprenez là l'extermination des Tutsis. Et cette idéologie, ils l'avaient dans les camps. Ils la maintenaient dans les camps et c'était les plans qu'ils avaient. Tout ça, il faut le garder sur la table et pas essayer de le nier. Et pour mieux comprendre la situation dans laquelle se trouvait le Rwanda et la région. Vous comprendrez donc que le gouvernement qui est en place après le génocide ne peut en aucun cas tolérer qu'en retour, en plus de ces fautes, même commises par la communauté internationale, on se retourne pour accuser le Rwanda du génocide. Mais quand même, si vous entendez la phrase, je veux dire, il y a eu le génocide, je crois, le plus cruel de l'histoire mondiale au Rwanda. Et puis l'armée rwandaise va au Congo de l'Est pour finir avec ce que vous avez décrit.
pour sauver le Rwanda, en fait, de ces attaques-là. Et puis l'ONU sort un mapping report où il y a la phrase « Les multiples attaques contre les Hutus établis au Zaïre qui ne faisaient pas partie des réfugiés semblent confirmer que c'était tous les Hutus comme tels qui étaient visés ». Vous croyez qu'il y a un grain de vérité là-dedans ou c'est pas du tout vrai, c'est juste un report politique Rappelons, même si ça n'a pas été dit, la population civile qui était dans les camps a été prise comme bouclier. Ce sont ces mêmes Interahamwe, ce sont cette même armée qui a commis le génocide au Rwanda qui les a pris comme bouclier, qui les a mis devant pour pouvoir après accuser le Rwanda qu'ils ont commis un génocide contre les Hutus, ce qui n'est pas du tout vrai et ce qui n'est pas du tout acceptable. Oui, ce que Madame l'ambassadeur dit est essentiel. Hein. Non seulement la population civile a été prise comme bouclier, mais elle a été prise en otage par ceux qui sont passés de l'autre côté. Donc, pour garder une légitimité politique, il fallait ne pas être qu'un groupe armé. Il fallait aussi représenter une partie de la population rwandaise. Et donc, nous avions une situation qui était extrêmement délicate. Vous aviez des centaines de milliers de gens qui vivaient dans des conditions totalement inhumaines, totalement inacceptables. D'où l'intervention de la communauté internationale, d'où les millions de dollars des ONG pour essayer d'éviter le typhus dans les camps, pour éviter des choses. Mais en même temps, ces populations que l'on voulait aider étaient bien plus qu'encadrées. Elles étaient prises en otage par ces groupements politico-militaires qui continuaient le génocide. Donc vous imaginez la complexité je voudrais, de la situation. à ce moment donner la parole aussi à M. Berwotz parce que ça fait beaucoup de notes. Et en même temps, moi, je me demande aussi un peu si... Sûrement, c'est vrai que ce cible était un bouclier pour les génocidaires qui étaient là, mais il me semble aussi personnellement que le fait du génocide, le fait qu'il y a des génocidaires, semble un peu éraser toutes les autres massacres qui se passent derrière, comme qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait. C'est un peu l'impression que j'ai, que c'est pris comme un terme. Mais c'est une réalité que vous connaissez en Europe, n'est-ce pas? Je pense qu'après la Shoah, il y a eu des victimes de bombardements ici à Berlin, à Munich, à Dresde. Il y a eu Hiroshima, il y a eu au Japon. Je pense qu'il y a eu énormément de morts partout, mais on ne les a pas tous comparés avec la Shoah. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je regrette effectivement, c'est qu'il n'y ait pas eu d'enquête sérieuse de fait dans cette question. Parce que ce que vous dites, c'est qu'au mois de juin, quand il traverse la frontière, le régime rwandais de l'époque dit que les populations rwandaises ont voté avec leurs pieds. Ça veut dire qu'il leur fallait cette base-là et ils l'ont contrôlée. C'est vrai qu'il faudrait une enquête assez sérieuse parce que qu'est-ce que le génocide est devenu comme une espèce d'ethnie qui en aurait tué une autre. C'est fabuleux, c'est formidable pour les tueurs. On a caché l'arbre dans la forêt et il fallait que la forêt continue de cacher l'arbre. Et après, quand il y a eu la répression, effectivement, il s'est abattu sur tout le monde, sur les véritables auteurs du génocide et les innocents. Une enquête sérieuse de ce qui s'est passé dans les camps serait nécessaire. Savoir comment ces camps ont été prises, ont été noyautés. Comment, par qui? Par l'armée, par la milice, par l'administration et par ce qui s'appelait la société civile, les ONG, qui, en fait, quand ils disaient « on va rentrer, mais avec notre armée », ça c'est dans la société civile du Kivu. Nous allons rentrer, mais avec notre... Le rôle des ONG, pour peut-être finir, en fait, tout ce cadre de Congo de l'Est. Les ONG, vous étiez le directeur, je crois, d'une association d'ONG, pas à cette époque-là, mais plus tard. Quel était le rôle des ONG ou de l'Europe, en fait, ou de l'Ouest pendant cette période-là, 96, 95, juste après le génocide? Plusieurs personnes ici, y compris Son Excellence, ont parlé du rôle très ambigu de la communauté internationale. Hein. Et moi, dans mes propres publications, je parle même d'un délit de fuite. Hein. Donc, la communauté internationale n'était pas là, était absent, n'a pas eu le courage de faire la différence. Donc, moi, je ne suis pas là pour
défendre ça. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu une dynamique violente où, de façon systématique et généralisée, il y a aussi d'autres gens qui ont été tués. Des Rwandais au Congo et des Congolais. On parle d'une dynamique, on parle d'une guerre au Congo entre 1998 et 2002. L'ONG internationale IRC a fait un calcul assez complexe avec beaucoup d'extrapolation, mais qui arrive à la conclusion que entre 1998 et 2002, 6 millions de Congolais, à cause directe ou indirecte de la guerre, ont perdu la vie. 6 millions. 6 millions. 6 millions de Congolais. Oui. C'est le chiffre le plus élevé que j'ai jamais entendu. Non, il y a 8 millions. Oui. Il a même 8 millions. Oui. Aujourd'hui, on est à 8 millions. Oui, mais donc c'est le premier rapport qu'ils ont sur cette période. Donc maintenant, on continue d'extrapoler. Les extrapolations, ce n'est pas... Donc, Alors c'est pire que la Première Guerre mondiale, en fait. Je veux dire, c'est plus on a parlé à ce moment-là de la Première Guerre mondiale africaine. Donc soyons clairs sur les dimensions. Alors, on discute du génocide, mais je veux dire, si on veut continuer, si le Rwanda veut restituer son tissu social, si la région, les pays africains qui ont eu leur guerre entre elles, on parle d'une série de pays qui ont été en guerre et où les partenaires, les partis dans la guerre se sont fait des alliances de l'autre côté de la frontière. On parle d'un cadre régional. Si on veut continuer à cohabiter en tant que région, on va devoir oser reconnaître toutes les violences. Les génocides, bien sûr, et ni moi, ni Mme Ingabire, ni quelqu'un d'autre ici dans la salle est en train de nier le génocide. Mais on doit aussi oser reconnaître qu'il y a eu d'autres victimes aussi et que ces victimes ont le droit d'être pleurées aussi. Et pour le moment, il n'y a personne qui est en train de dire il s'agit aussi d'un génocide. Il y a juste le rapport du mapping qui dit ça devrait être investigué. Mais pourquoi c'est moi, pas investigué, en fait ça, je me demande. En fait, par rapport à vous, par exemple, ce qui est très intéressant, il y a le premier tribunal qui va, comme vous avez dit, jusqu'à la fin 1994. Et puis, il y a le deuxième qui commence, je crois, en 2003, janvier 2003. 2002. Mais, oui. Ou 2000. Et entre les deux, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas un tribunal. Il y a quelque chose qui manque là. Il y a en fait des processus distincts, totalement distincts. Et il faut bien comprendre une chose. Il ne saurait être question d'entrer dans cette sorte de balance des intérêts odieuse, de dire j'ai subi un génocide d'un côté, mais il est un peu annihilé par le génocide que moi j'ai subi de l'autre. Autrement dit, on viendrait un peu réduire le génocide caractéristique des Tutsis en disant il y aurait eu un génocide au Congo. Il ne s'agit pas de cela, évidemment. Il s'agit de dire, attention, il y a eu un terrible, extraordinaire génocide au Rwanda sur une période d'à peine quelques mois. Pendant plus d'1 mois et demi à New York, au Conseil de sécurité, le mot génocide n'a jamais été prononcé, ça il faut le dire quand même. Donc les représentants des États parlaient des graves événements du Rwanda, des massacres commis sur la population. Le mot génocide était banni du discours des diplomates. Et donc, à un moment donné, c'est devant l'échec total de la communauté internationale au Rwanda que l'on va décider de créer ce tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais ce n'est qu'un processus, c'est le premier, je vous disais, il y a plusieurs choses qui se passent. Au Rwanda, il n'y a plus de juridiction. Parce qu'après tout, les premiers qui devraient être aptes dans un raisonnement logique et habituel de souveraineté à juger, ce sont les Rwandais eux-mêmes. Mais ils ne sauraient plus, le pays est complètement dévasté, complètement désorganisé. D'où la création d'un tribunal international, avec une compétence rationnée temporis, donc dans le temps, extrêmement limitée. Moi, je partage tout à fait votre sentiment. Moi, c'est... Je veux dire que
À un mois près, celui qui a amené des dizaines de milliers de machettes au Rwanda, il n'est pas poursuivi, parce que ça se passe non pas en janvier 1994, mais décembre 1993. Vous imaginez comme c'est tout à fait arbitraire. Mais en plus, vous avez une compétence territoriale limitée. C'est le Rwanda et les pays limitrophes. Ce qui se passe en France, par exemple, ou ailleurs, n'est pas de la compétence du tribunal. Donc vous imaginez, il y a un événement important, mais avec un costume un petit peu étroit pour embrasser la réalité de ce qu'a été non seulement le génocide, mais les causes du génocide. Absolument, absolument. Et je me demande aussi, peut-être pour venir à notre conclusion aussi, une question que j'ai encore 3 questions. Une question à vous, c'est, vous avez dit, en fait, c'est une très, très belle image, un costume trop étroit pour un génocide. Et je m'imagine pour 1 million de morts et pour ces 8 millions au Congo, un costume impossible. Alors je me demande quelle peut être la fonction d'un tribunal pénal international dans ça. Parce que je me rappelle quand Charles Taylor a été pris, beaucoup de personnes se sont demandé mais pourquoi Charles Taylor, en fait, il y a des dizaines, des centaines des miliciens, des chefs d'État qui sont des monstres, si vous voulez, pas en Afrique, mais partout. Alors, que peut faire un TPIR ou le procès que vous faites maintenant contre des miliciens qui ont commis des massacres, ou peut-être même des actes comme des génocides au Congo de l'Est? Qu'est-ce que ce tribunal peut faire, en fait? Qu'est-ce qui peut aider à changer cette situation d'impunité, d'incontrôlable? Vous venez d'employer un mot qui est central, c'est la lutte contre l'impunité. C'est d'ailleurs le mot officiel et c'est le discours officiel. Mais c'est un peu court. C'est un peu court. On se satisfait de ça dans les salons, effectivement, certes des ambassades, comme ce soit ou à l'ONU, mais c'est un peu court, évidemment. Aujourd'hui, le système n'est plus du tout celui du tribunal pénal international du Rwanda ou de l'ex-Yougoslavie. Ces tribunaux fonctionnent encore. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est une justice pénale internationale subsidiaire. C'est-à-dire, si on ne sait pas juger ce genre d'exactions, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, l'ancien crime contre la paix qu'on appelle aujourd'hui le crime d'agression, ce qu'on appelle les core crimes, eh bien, il y aurait, c'est cela la grande idée, une juridiction pénale à compétence universelle ou à vocation de compétence universelle pour juger en lieu et place. Alors, en lieu et place de quoi? D'un État qui ne sait pas juger, un peu comme le Rwanda l'était en 1994. C'est impossible. On a tué les juristes, on a tué les magistrats, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus de C'est pour ça qu'on n'a pas fait le TPIR à Kigali, c'est pour cette raison-là? C'est un peu plus complexe parce que le Rwanda a eu cette faculté extraordinaire de pouvoir très rapidement rebondir et d'organiser ses propres procès. Mais ce que je veux amener dans la discussion, c'est donc cette dualité de réponse. La réponse nationale, la réponse effectivement internationale. On ne sait pas juger, la justice pénale internationale est là. Mais il y a aussi des situations où on ne veut pas juger. Mais c'est plutôt des exemples que en fait, les tribunaux donnent, mais pas la vraie juridiction. Je pense qu'il y a évidemment l'aspect symbolique. Parce que vous avez dit, c'est symbolique, vous avez dit une soixantaine de cas qui seront jugés par le TPIR. Pour tout le génocide rwandais. Mais en fait, maintenant, pour venir à la conclusion, je veux dire, en ce qui concerne la situation juridique au Rwanda, vous avez eu les gacaca, peut-être vous pouvez expliquer ça, mais vous êtes venu maintenant à un certain terme de juridiction, vous avez terminé tous les procès. Et, il est où, en fait, quel état de réconciliation à ce moment-là? Les juridictions gacaca qui sont effectivement des réponses à la situation réelle des tribunaux au Rwanda qui n'existaient plus après le génocide parce que les juges... Tribunaux populaires? Alors, on a créé des tribunaux populaires, on pourrait dire, mais en fait, une ancienne institution rwandaise qui a été remise en fonctionnement.
bien sûr, alors, c'est la tradition un peu adaptée à la modernité. Et ça veut dire que les populations sur leurs collines étaient invitées à identifier les morts et rechercher les coupables et les juger éventuellement. C'est ça, les gachacha. Alors, ça a permis, pendant, je ne sais pas, au moins une dizaine d'années, on va dire, de juger, de désengorger les prisons. C'est très important. De dire la vérité dans certains cas. Mais dans dire la vérité. De dire la vérité de ce qui s'est passé. Mais dans beaucoup de cas aussi, de dire la vérité et de déclencher le robinet de la parole entre les gens. Parce que si les gens ne se parlent plus sur les collines, c'était quand même ça le but de l'opération. C'était pas forcément de juger, mais que les gens se remettent à se parler et à parler de ce fait-là. Et je pense que ça, maintenant, ces juridictions ont terminé leurs travaux, mais il y a les tribunaux ordinaires classiques qui continuent de fonctionner. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur un cas, parce qu'on a cité les chiffres des morts au Congo, 6 millions, 8 millions. Que sont ces chiffres? 6 millions, c'est la Shoah. 8 millions, pourquoi 8 millions? C'est contre 800 000 de l'ONU. Parce que quand même, il y a un phénomène, il y a malgré tout un phénomène négationniste. Le négationnisme du génocide des Tutsis, il existe. Il existe bel et bien. Et ce qui rend un peu, ce qui me permet de douter du sérieux du rapport mapping, dont je dis bien que je voudrais bien de leurs chiffres. Je voudrais bien qu'une enquête soit faite parce que je sais que les gens ont été tués. Je sais que les gens ont été pris en otage. Je sais que, oui, je voudrais bien qu'il y ait une enquête sérieuse, mais qui n'est possible que lorsque le Congo lui-même sera beaucoup plus calme, que la paix sera revenue au Congo pour faire un peu cette enquête-là. Mais les 8 millions et les 6 millions, il faut savoir à quoi ça répond. À quoi ça répond? En fait, pour faire la conclusion, pour passer la parole finalement à vous, comme vous avez dit, vous aimeriez faire la paix au Congo, comme tout le monde, et je crois que vous êtes, concernant le Rwanda, vous êtes dans la paix. Et c'est la première dans la paix, difficile. Mais le Rwanda sera dans la paix quand il y aura la paix aussi de l'autre côté. Et comment apporter en fait la paix dans le Congo de l'Est, dans des mots courts? Je vais juste dire à mon ami Marcelin que j'adore beaucoup. Franchement, je veux dire le fait que je mets les 6 millions cités par le IRC de morts congolais ici dans la discussion me rend négationniste. Non. Pour moi, ça me choque un peu. Et vous faites de l'équilibre. Je pense que vous faites un peu de l'équilibre. Oui, bon, ça rend la discussion un peu difficile, bien sûr. Mais ce que moi je voudrais mettre comme ma conclusion sur la table, on est en train de parler de beaucoup de démarches, beaucoup de grands événements, la grande politique avec des graves conséquences. Moi, je pense qu'on a cherché des approches très top-down dans le passé. C'est important. On ne peut pas faire quelque chose sans faire ça. Mais au moins, essayons de rencontrer ça quand même par des approches bottom-up, des approches, comme disent les Anglais, at grassroots level, à la base. En fait, oui. Comme la juridiction de Gachacha, par exemple, dans ce cas-là. Je ne me prononce pas sur Gachacha dans ce cadre-là. Mais moi, je pense que on peut avoir si on veut éviter des génocides et des violences, des crimes de guerre, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se faire au niveau des communautés. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit se faire au niveau de la population, parce que ce n'est pas elle qui demande ça, c'est elle qui subit ça. Et moi, je plaide pour quand même une responsabilisation des acteurs locaux, les églises, les écoles. Donc, moi, je plaide pour une éducation civique et citoyenne responsable pour quand même créer une dynamique bottom-up aussi. Et à mon avis, ça sera plus préventif qu'autre chose. C'est important. Oui, merci. Je trouve ça un très beau dernier mot, en fait. Merci, M. Gillissen, d'être venu à Berlin. Vous voulez encore dire quelque chose? Je dire une chose. Oui. Il ne faudrait pas que ce rapport soit considéré comme insignifiant
parce qu'on discute sur le chiffre de morts. Vous savez qu'il y ait 8 millions de morts, qu'il y en ait 7, qu'il n'y en ait que 6 millions de morts, 5 millions de morts. Il est évident que cela n'est pas qu'un pavé de papier. C'est aussi un mur qui est de nature à empêcher tout simplement la paix de revenir sur place. Ça, je pense qu'il faut s'en rendre compte, et des deux côtés de la frontière. Et cette pomme de discorde-là, elle devrait effectivement être gérée, pas obligatoirement par un moyen de justice. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, et je pense que nous le partageons tous les trois. La paix par la justice, ça ne s'est jamais vu. C'est dans un langage onusien, ça. Non, la justice peut aider le processus de paix. Le processus, oui. Voilà. C'est ça, c'est ça. Oui, alors merci, c'est, je crois, bien, et j'espère que vous suivez cette route dans votre cas actuel, en fait. Alors merci d'être venu de Liège, et merci à vous d'être venu de Paris, M. Kabanda, et merci d'être venu de Bruxelles. De Gand, Monsieur Verwoerd. OK. La prochaine édition des rencontres berlinoises aura lieu ici même, dans la même salle, le 25 janvier 2014, et portera le titre « Djihad, la guerre sainte en Syrie », avec comme aujourd'hui le support du Sénat de Berlin et en coproduction avec le théâtre Sophiensel. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à vous. On a vraiment parcouru beaucoup de choses, mais on est resté dans le temps, en fait. Ça répondait plus ou moins à vos attentes? Pardon? Ça répondait plus ou moins à vos attentes? Oui, c'était justement ça. Je devais presser quelque chose un peu pour... Je n'aime pas ce rapport.